Tout l'enjeu de la consultation quartier de demain tient dans son fonctionnement, dans la manière que le projet a eu d'interroger le dialogue entre tous les participants et notamment la façon dont cette expérimentation permet de renouveler le dialogue entre l'État, les collectivités et entre la puissance publique et les concepteurs. Un dialogue dont on va tirer quelques enseignements, pas tous évidemment, avec mes invités. Camille Galtier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Manosque dans les Alpes de Haute-Provence. Les Alpes, c'est très moche comme je l'ai dit, dans les Alpes de Haute-Provence. Merci beaucoup d'être avec nous. À vos côtés, Emmanuel Aubry, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous également. Vous êtes préfet du Haut-Rhin, le Haut-Rhin où se trouve Colmar, l'un des sites de quartier de demain. Hélène Fernandez, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice adjointe au directeur général des patrimoines et de l'architecture, chargée de l'architecture. Est-ce que j'ai tout bien dit ? C'est parfait. Super. Et donc c'est au ministère de la Culture, je le précise. Merci beaucoup d'être là. Et Lucie Aldo, bonjour. Vous êtes architecte de l'agence suisse Rome 404. Vous avez travaillé sur le quartier des Sablons au Mans. C'est bien ça ? C'est ça. Merci beaucoup d'être présent également. Alors l'une des spécificités de ces quartiers de demain, ce sont les fameuses commissions de dialogue, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, mais pas que, qui ont rythmé les discussions dans chaque projet. Comment est-ce que cet exercice transforme les usages habituels ? Je vais peut-être poser d'abord la question à l'architecte. Est-ce que ça change profondément le travail habituel de ce type de projet ? Alors nous, étant une agence suisse, on n'a pas exactement les mêmes procédures et la même manière de travailler en Suisse, donc dans notre activité principale et dans ce type de dialogue compétitif. Bon, personnellement, ça fait une dizaine d'années que je suis en Suisse, donc j'ai aussi participé avant à des dialogues compétitifs en France. Et cette manière de travailler, pour nous, c'est vraiment la meilleure manière de travailler. Un dialogue compétitif, ça nous permet d'avoir des échanges constants pendant toute la procédure avec les représentants des maîtres d'ouvrage et puis là, avec aussi des représentants de la population dans le cadre de cette consultation. Et ça nous a permis, en fait, de proposer un projet qui n'est pas réfléchi en huis clos, mais qui s'est adapté et qui s'est créé au fur et à mesure du dialogue et des échanges. Camille Galtier, sur cette idée qu'il y a une forme peut-être d'horizontalité qui s'installe dans ces discussions, comment vous le percevez en tant qu'élu, en tant que maire ? L'horizontalité, c'est le volet pragmatique. D'habitude, ce que l'on a en process en tant qu'élu, c'est consulter, prendre toutes les demandes et derrière essayer de proposer quelque chose avec des scénarios parfois alternatifs et un choix à la fin. Là, ce qui était plutôt passionnant, c'était que pendant 1 an, il y avait le volet consultation des habitants, mais il y avait le volet directement et immédiatement du volet pragmatique des maîtres d'ouvrage avec les architectes, les paysagistes et les urbanistes qui nous proposaient des solutions et derrière ils challengeaient sur la question de la solution à apporter parce que parfois entre eux ils n'étaient pas d'accord, parfois les habitants ressollicitaient une demande parce que ce qui est très difficile en tant qu'élu, c'est parfois faire la somme d'un ensemble des demandes qui sont parfois très contradictoires. Oui, qui parfois ne tirent pas exactement dans le même sens. Hélène Fernandez, comment est-ce que vous percevez justement cette spécificité de quartier de demain dans ce côté très collégial finalement de la prise des décisions et de la discussion ? Alors, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que ce dialogue compétitif, en effet, il s'est fait un peu au carré, si vous me passez l'expression, parce que à la fois, il y a ce qui vient d'être décrit par monsieur le maire et puis par madame l'architecte, et puis en même temps, il y avait cette capacité à voir ensemble dans un temps partagé les 10 projets en train de se faire. Et ce qui supposait également qu'à l'intérieur même de chaque structure, moi je représente le ministère de la Culture ici, mais on pouvait avoir entre nous des discussions entre services de l'État dans chaque département sur ce qui était en train de se passer. Donc on avait 2 niveaux en fait. Il y avait la discussion in situ et puis il y avait la mise en correspondance des 10 projets en train de se penser. Et par ailleurs, je dirais aussi que pour nous, et au travers notamment du travail du GIP, c'était l'opportunité d'un dialogue interministériel très fort pour réunir ensemble et désiloter, comme on dit maintenant, les questions d'architecture, paysage, urbanisme et environnement. Emmanuel Aubry, sur cette capacité qu'ont eu les quartiers de demain justement à mettre énormément d'acteurs autour de la table et de les faire
discuter pour parvenir à des décisions. Comment vous l'avez perçu, vous, en tant qu'acteur de ces discussions ? Alors, je l'ai perçu évidemment favorablement, avec la chance que j'ai eue de suivre 2 projets, puisque j'étais initialement préfet de la Sarthe, et j'ai suivi Le Mans, et puis maintenant je suis préfet du Haut-Rhin et je suis Colmar. Et donc avec, à chaque fois, un dialogue qui était classique dans un premier temps, c'est-à-dire que c'est une initiative de l'État qui est portée à la connaissance des collectivités, et pour susciter l'adhésion, on demande si une collectivité est d'accord avec cette démarche, etc. Mais ensuite, là où il y avait avant un dialogue strict entre l'État et la collectivité, on voit arriver maintenant tous les utilisateurs du quartier, tous les usagers présents et futurs, et donc avec une complexité. Et pour moi, qui suis plutôt habitué aux commissions avec un entre-soi, le fait d'arriver avec des sujets très concrets, autour des interrogations pragmatiques que se posent les habitants, eh bien, c'est le choc du réel et finalement une liaison, un lien entre la collectivité et l'État qui est plus fort parce que nous avons franchi les mêmes étapes, nous avons contribué dans des débats qui étaient quelquefois animés, nous avons construit l'un et l'autre, et tous ensemble, finalement, un consensus, puisque, in fine, les sujets n'étaient plus clivants, mais ont pu dégager un consensus, et c'est finalement ça qui est intéressant. J'ajoute que cette habitude de discussion avec les habitants va se perpétuer, puisque le choix qui a été fait pour Colmar, c'est finalement quelque chose avec un foisonnement d'usages différents, et le temps va faire son œuvre. Et donc, on continuera d'avoir cette évolution. Le fait est qu'on ait pris l'habitude d'une discussion avec les équipes, eh bien, ça va se continuer naturellement. Parce que le registre classique de la communication entre les équipes, la collectivité et l'État, eh bien, c'est la discussion pour trouver la meilleure solution. Donc c'est le pragmatisme XXL. Lucile Hadot, je reviens sur cette idée du caractère très concret justement des discussions qui ont pu avoir lieu. En tant qu'architecte, c'est une dimension à prendre en compte aussi, de rendre à la fois concret et même pédagogique presque, d'expliciter le plus possible sa démarche et ses idées, ses intentions pour le quartier auprès notamment du public. Ah oui, ça fait vraiment partie de notre cœur de métier. Nous, on est architecte urbaniste, donc on participe aussi à beaucoup de projets urbains, à de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, où on accompagne les collectivités justement sur les volets de concertation et puis de la dimension de médiation aussi des projets auprès de la population. Et moi, je trouve très important ce qui vient d'être dit. Je pense que la participation, bien au-delà de juste cette consultation, la participation de la population, c'est quelque chose qui va perdurer dans la mise en œuvre des différents projets de quartier de demain. En tout cas, c'est vraiment l'angle que notre équipe a pris pour le site du Mans. Notamment, je vais citer une proposition de projet très, très concrète qu'on a fait. On a proposé que la maison du projet actuellement sur site, qui est un centre important pour la population au Mans dans le quartier des Sablons, puisqu'elle prend une dimension un petit peu plus importante que simple maison du projet. Elle héberge aussi des fonctions support à la population locale. Il y a eu cette demande de la population de trouver une forme de pérennisation de cette structure au sein du projet final, qu'on a proposé, et c'est là où l'échange culturel est intéressant avec la Suisse, qu'elle soit sous forme de coopérative, donc vraiment une participation complète des habitantes à la structure pérenne in fine. Et donc on a vraiment, pour nous, ça sera vraiment très important que la participation perdure tout au long du projet et tout au long du chantier, du processus de réalisation. Camille Galtier, sur cette idée que cette expérience de quartier de demain va laisser des traces et sera peut-être un réservoir aussi d'outils pour la prise de décision plus tard. Est-ce que c'est quelque chose qui vous trotte aussi dans l'esprit du côté de Manosque ? Ce qui est plutôt positif, je pense, c'est le volet pédagogique de la chose publique, puisqu'on le voit d'ailleurs dans le débat national sur certains sujets. Là, ce qui était bien, c'était que le citoyen était responsabilisé. J'ai l'expression qui a été faite pendant un an, c'était de partir de cercles concentriques. Le premier cercle, c'était soit par rapport à l'infrastructure
sur laquelle on est usager. Je prends l'exemple le club de foot, le club d'athlétisme. Bon, les architectes y sont allés, ils ont donné leurs besoins, et uniquement leurs besoins. Dès lors qu'ils se sont réunis en conseil citoyen, il y avait plusieurs clubs autour de la table. Il y avait les riverains, les usagers, le centre de l'enfance, l'école qui était... Et là, de suite, ils entendaient et ils écoutaient les autres besoins, avec parfois des choses contradictoires par rapport à ce que eux ils pouvaient demander. Et après, il y avait le dernier niveau, le troisième niveau du cercle concentrique, c'était les techniciens, que ce soit les urbanistes paysagers, l'architecte des bâtiments de France, les techniciens de la ville, qui disaient, bon, sur ça, pour nous, en termes d'entretien, abandonner ce sujet-là, parce que c'est pas possible, c'est bien sur plan, une fois qu'on doit le faire en l'usage et mettre les équipes pour l'entretien, ça va pas être possible. Et après, le choix budgétaire de l'élu qui arrive forcément à mettre un cadre, parce que ce qui peut coûter 20 millions, à la fin, nous, on va demander à ce que ce soit 10, parce qu'on n'est pas capable de faire, et il vaut mieux faire 10 plutôt que pas faire du tout 20 et de rêver le 20. Et je trouve que ça a responsabilisé aussi les gens, et j'ai vu, par rapport aux citoyens, que l'attitude de départ n'était pas du tout la même à l'arrivée. Parce qu'au final, on les a responsabilisés sur l'usage, sur la question de l'entretien, sur la question du coût, parce qu'au final, on dépense leur argent, on ne dépense pas l'argent de notre compte en banque. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, et je pense qu'il faudrait qu'on arrive à le faire sur plusieurs politiques publiques, pas simplement sur une politique publique d'aménagement. Hélène Fernandez, c'est intéressant de voir que l'architecture sert de levier aussi à finalement énormément de sujets, et des fois des sujets extrêmement concrets de gouvernance, de démocratie locale. Est-ce que c'est une force cachée de l'architecture qu'on découvre avec Quartier de demain ? L'architecture, c'est une expression de la culture. C'est la loi de 77 qui le dit, et je crois que là, ce qui est en question et ce qui est aussi en expérience en Quartier de demain, c'est comment est-ce qu'on peut, à un moment de mutation immense, en fait, se fabriquer une culture commune, une nouvelle culture finalement, de nouvelles représentations, de nouvelles façons de faire pour inventer ce qui va être l'architecture de demain, l'architecture au sens large, pas celle uniquement des édifices, mais celle de la ville, des paysages. L'architecture, oui, c'est ça, c'est en fait une structure capable à la fois intellectuelle et matérielle. Donc je pense que c'était ça aussi qui était en jeu dans Quartier de demain. Je rappelle aussi que les projets, c'était quand même des projets globalement tous difficiles, sinon on n'aurait pas été là, sur lesquels il y avait besoin... finalement de mettre le maximum d'intelligence autour de la table pour sans jouer à l'architecte en fait, parce que je crois que ce qui était vraiment très bien aussi, c'est qu'il n'y a pas eu on ne s'est pas raconté d'histoire, on n'a pas demandé aux habitants de faire les urbanistes ou les paysagistes, chacun était dans son rôle défini à l'avance, avec y compris, et j'y tiens beaucoup, une formation collective, parce qu'on ne s'improvise pas comme ça, c'est pas un truc de démiurge en fait l'architecture, c'est à la fois l'art le plus disponible à tous et en même temps c'est un art savant. Voilà, donc c'était un peu ça qui était en jeu dans cette expérience. Emmanuel Aubry, cette expérience, elle va infuser potentiellement dans la pratique de l'État du côté du Haut-Rhin vers Colmar. Vous pensez que ça laissera des traces dans la manière de mener les projets ? Ça laisse forcément des traces parce que naturellement l'association des habitants sur une question qui était une question délicate. Je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Dans les deux cas, dans les deux projets que j'ai suivis, les élus, les spécialistes étaient dubitatifs, c'est-à-dire qu'ils étaient face à un enjeu réel, fort. C'était dans un cas un immeuble emblématique d'un quartier, dans l'autre une vaste étendue herbeuse. Et donc, il y avait un enjeu fort et l'obligation de ne pas se rater. Et puis, en même temps, le ressenti d'une difficulté. Et avec cette intelligence, puisqu'il y a eu accès à des équipes de niveau international, et ça c'était très bien, mais en même temps, rattaché au réel par cette participation des habitants, on peut trouver comme cela un chemin. Et je pense que c'est quelque chose qui va évidemment infuser, alors naturellement dans un premier temps, au niveau des pratiques des collectivités territoriales qui portent évidemment au quotidien ces projets, qui décident sur les investissements, l'État accompagnant souvent financièrement, mais il n'est pas impossible que dans les soutiens apportés par l'État, on ait une attention portée au processus et donc à la manière dont les habitants, dont les usagers, ils ne sont pas nécessairement habitants du quartier, ils peuvent être usagers du quartier, vont être associés dans le processus.
Merci à tous les 4 d'être venus à ce micro partager un petit peu de l'expérience quartier de demain. Et puis merci à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine qui nous accueille dans ses murs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.